tous, bonjour et bienvenue aujourd'hui dans la 5e de couve, l'émission de débat autour du manga. Place à de nouvelles interrogations et de nouveaux débats. Et oui, chers auditeurs, ce n'est pas Maxime qui vous parle. Donc... Ah bon ? Et non, aujourd'hui c'est Julie. Tout ce temps passé à écouter et lire du shonen. Des histoires de baston boostées à la testostérone, tous ces garçons en sueur à force de courir, brailler, se bagarrer. Je ne sais pas vous, mais moi, parfois, j'ai besoin de changer. C'est comme se contenter de manger tous les jours le même menu, un peu de variété, ça n'a jamais fait de mal à personne. Donc, je profite que Maxime me confie très gentiment son micro pour vous emmener sur un terrain de jeu un peu différent, que j'appellerai, en toute modestie et en toute simplicité, du manga pour les esthètes. En un mot, du manga d'auteur. Du manga chiant, quoi. Putain, j'ai cru qu'elle parlait de yaoi, moi. Elle a dit des esthètes. Donc, pour disséquer, charcuter et aimer le manga d'auteur, quoi de mieux que d'explorer de fond en comble la bibliographie d'un mangaka dont on ne parle pas assez. J'ai nommé Atsushi Kaneko. Ah, ça va, c'est pas chiant. Putain, mais on est d'accord, elle a dit explorer de fond en comble. C'est une émission yaoi, je t'assure. Mais non, c'est l'auteur entre autres de Bambi, de Soul ou encore de Desco. Allez, faut conseiller les gens. Donc, quel est le vous connaissez bien son œuvre. Vous conseillerez quoi ? Alors moi, je dirais Wet Moon parce que c'est par ce manga que je l'ai découvert. Et je trouve que c'est un manga qui finalement peut aussi s'adresser à un lectorat qui est pas forcément lecteur de manga. Donc moi, je conseillerais Wet Moon, ouais. Ok, et toi, Kanya ? Moi, ça dépend toujours un petit peu du lecteur qu'il y a en face. Je ne conseillerais pas n'importe quel titre de Kaneko à n'importe quel lecteur. Oui, certes. Voilà, je veux dire, un enfant, je lui conseillerais. Déjà, un enfant, je lui conseille de ne pas lire Kaneko. Mais de manière générale, je conseillerais plutôt Soil parce que c'est peut-être celui qui tient le plus du thriller traditionnel. Et j'ai toujours tendance à pencher vers le thriller quand je dois proposer du manga à quelqu'un qui n'en lit pas. Ouais, c'est assez vrai. Ok. On va en parler alors. Et toi, Julie, tu conseillerais lequel ? Moi j'aime bien Soil parce que il y a plein de volumes tout bêtement. Du coup t'as le temps de te mettre dedans et tout, c'est bien. Et puis c'est tellement psychédélique, ça t'emmène vraiment loin. Donc venez, on va parler de ça en détail. La 5e de couve spéciale Atsushi Kaneko, c'est parti. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Ah, les bâtards! Oh, this you crazy mother! Aujourd'hui avec moi pour parler d'art underground, de créativité et de manga, donc pas yaoi. Celui qui aime les belles œuvres, celle qui lui donne envie de les analyser, c'est Robin. Bonjour Robin. Salut à vous. Ça va bien ? Ça va, très bien. Ok. Et notre œil plus critique que critique, celui qui a toujours un mot à dire, un truc à relever, c'est Kanya. Comment tu vas ? J'essaye de trouver un mot à dire. Je vais te demander quelles sont tes dernières lectures alors. Mes dernières lectures, voilà, j'ai un petit peu mélangé tout et n'importe quoi ces temps-ci. Je reprends mon marathon de JoJo, ça y est, c'est parti. J'avais fait une petite pause parce que j'avais quand même vraiment bien enchaîné. Là, je viens de commencer Stone Ocean, qui pour le moment n'est clairement pas mon cycle préféré, mais qui est intéressant. Et comme petite lecture, je rebondis sur une lecture que Max avait annoncée à la dernière émission. C'est le nouveau manga chez Kyun de Ken Sanabe, je crois qu'il s'appelle, qui avait fait Erased à l'époque. Ah, oui. Et là maintenant sa nouvelle série s'appelle Echoes et j'ai lu le tome 1. Ah, et alors c'est bien. C'est sympathique, j'aime toujours pas la manière dont il dessine les femmes. Il a fait une héroïne avec des lèvres pulpeuses, mais ça sert à rien, vraiment c'est moche. Oh. Non mais après voilà, j'aime bien ces histoires. C'est Kei Sanbe, pas Sanabe, Sanbe. Et j'aime bien ces histoires, j'aime pas la manière dont il dessine ses persos, mais c'est pas grave parce que à chaque fois ça me prend suffisamment au trip quand même. Donc, mais moi, bizarrement, j'aime bien comment il les dessine. Oh bah merde. Non mais du coup il a vraiment une patte pour le coup il a un style en fait. C'est vrai que moi c'est pareil, je l'accroche pas tout de suite, mais au moins il a un style quoi. Et toi, qu'est-ce que t'as lu Robin ? Moi j'ai lu le dernier tome de Hunter. Le 36.
Alors la croisière s'amuse. La croisière s'amuse, mais nous on s'amuse un peu moins. Ouais. Jusqu'à ce que la brigade arrive et là on est content. Bah, Parce que c'est la brigade quoi. Et on les aime. Ouais, c'est vrai qu'ils commencent à nous manquer les héros là. Ça fait quelques tomes, ça serait sympa que vous reveniez quand même. Hein. Juste un coucou. Juste un coucou. Passez faire un coucou. Ok. Donc, moi, comme petite lecture, j'ai pu lire le tome 12 de Takane Hana, donc du shoujo, rigolo. Bah, c'est bien. C'est cool, ça détend. Okay. C'est du yaoi entre filles, ça. Oh oui, très. Je t'en passerai quelques exemplaires. Oh, j'en ai déjà, ça va. Donc, pour réagir, pour nous faire part de vos remarques, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, YouTube, iTunes et même Deezer via le hashtag 5DC. Ou même sur notre page donc 5e-de-couvre.fr où vous pourrez en plus retrouver toutes nos anciennes émissions. On a choisi aujourd'hui un mangaka dont on trouvait qu'on ne parlait pas assez. J'ai nommé Atsushi Kaneko. Donc c'est un auteur qui est jeune, qui a une petite cinquantaine d'années. Il est prolifique, il a quand même 4 séries éditées en France. Et donc on peut les citer. Elles sont donc Bambi, Soil, Wet Moon et Desco. Et donc, sans être grand public, il a tout de même un public. Je prends pas trop de risques en disant qu'on aime plutôt son travail à la 5e de couve. Ça va. Et ça nous a donné envie de parler de lui et de son travail, de ses univers. Mais bon, on est quand même la 5e de couve, le podcast de débat autour du manga. Donc que serait ce podcast sans une bonne dose de questionnement et d'avis différents ? Avec cette émission, on va essayer de comprendre quelles sont les caractéristiques de cet auteur, qu'est-ce qui a fait son style, qui est vraiment Monsieur Kaneko, et surtout, mais pourquoi est-il si méchant ? Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est vraiment pas tendre avec ses univers. Moi, j'ai vu donc dans plusieurs de ses interviews, une chose qu'il dit vraiment très souvent, c'est que plus le personnage souffre et plus l'histoire sera intéressante. Pour lui, c'est vraiment... en tant qu'auteur, il doit tout pouvoir se permettre vis-à-vis de ses personnages et son job en tant qu'auteur, c'est d'être capable de surprendre toujours le lecteur, quoi. Que même le lecteur ne se sente pas en sécurité. Donc c'est une position qui nous parle plutôt et qui nous plaît autour de cette table. Ouais, Robin, un avis là-dessus ? Bah ouais, c'est vrai que c'est un auteur qui aime bien malmener ses héros. Nous, on aime bien quand les héros sont malmenés puisque ça nous permet de nous attacher encore plus à ce qui leur arrive. Donc c'est vrai que à ce niveau-là, il se démarque un peu quand même de la production globale du manga. Il dépeint des univers noirs, il met en scène des héros un peu atypiques. Bah, les univers qu'il préfère sont toujours, comme tu disais, les thrillers, le polar. Il y a toujours une ambiance malsaine ou malaisante. Donc on conseille évidemment pas ça à n'importe qui, tous les enfants. Voilà, mais c'est quand même, c'est ce qui fait sa patte également. Ouais, c'est quand même. Mine de rien, tu vois, rien que cette petite phrase qui dit qu'il cherche toujours à surprendre son lecteur, je trouve qu'en soi, c'est déjà un gage de vouloir aller à contre-courant de la production globale du shonen, on va dire, hein, pour prendre le genre roi, tu vois. Et j'aime bien cette idée de vouloir surprendre le lecteur parce que je pense que c'est ce vers quoi on tend le moins à l'heure actuelle et pas que dans le manga, que ce soit dans les films et autres. Les lecteurs aiment être rassurés, ils aiment être dans leur petit confort. Et Kaneko, il fait ce qu'il sait faire de mieux, il dérange. En fait, il dérange dans ce paysage qui peut avoir l'air un peu plan-plan, même si c'est pas une vérité générale. Il sait déranger, bousculer et aller te tirer des trucs au plus profond de toi-même, quoi. Mais il faut qu'on parle des œuvres, du coup, puisque est-ce que tu voudrais pitcher donc je sais pas, Soil, pour montrer à quel point c'est une œuvre dérangeante, tu vois. Après, c'est toujours un peu le problème de Kaneko, c'est que tous ces bouquins à pitcher, ils ont l'air un peu débiles, déjà. Tu vois, le pitch de Soil, il est très con. Il y a la disparition d'une famille dans une petite ville au Japon, une ville qui ressemble un peu aux suburbs américains, donc la ville parfaite. Voilà, la banlieue pavillonnaire, quadrillée à la perfection. Donc, une disparition, on envoie deux keufs sur le lieu du crime. Ils sont spéciaux, hein. Alors c'est un vieux roublard de 50 ans et une petite jeune qui allait dans l'ombre. Donc bon, t'as un duo qui est connu, improbable, qui est très connu dans le genre, en tout cas dans le genre du cinéma de policier. Et donc ils vont enquêter sur cette disparition qui de prime abord a l'air très normale, mais arrivé sur le lieu du crime, ils vont se rendre compte qu'il y a un élément
qui ne devrait pas faire partie de ce décor, et je donne pas l'élément exprès. Et à partir de là, en fait, on va sombrer dans la folie de la ville au fur et à mesure. Enfin bref, ce pitch ne ressemble à rien parce que c'est dur à pitcher du Kaneko, quoi. C'est vraiment très dur à pitcher. Ouais, mais donc dans une autre ambiance, mais tout aussi malsaine, c'est Wet Moon. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment c'est, Robin? Alors, c'est à moi qui arrive maintenant de devoir pitcher un truc à pitcher. C'est toi qui as choisi Wet Moon tout à l'heure. Après Wet Moon, comment pitcher? En gros, c'est on est sur on est dans une ville côtière, une station balnéaire du Japon, je crois. Oui. Où en fait on a un inspecteur qui enquête sur la disparition d'une femme en robe rouge. Et c'est dans les années 50 et ça se passe 60, dans les années 50, 60. Et en fait, ça, on va dire que c'est le pitch de départ, quoi. C'est l'enquête de la dispariration d'une femme. Quel pitch de n'importe quel polar. C'est la disparition d'une très belle femme et un enquêteur qui va essayer de la retrouver, mais il se trouve qu'il a des amnésies. Il a des amnésies. Il sait pas ce qu'il fait. Il oublie ce qu'il fait. Il oublie ce qu'il fait et du coup forcément ça malmène son enquête et puis il rencontre des gens bizarres aussi. Bon, après c'est tout un univers. C'est pareil, tu pars d'une espèce d'histoire qui est assez simple. Ouais, d'un cadre classique. Et puis en fait, ça lui permet de développer et d'aller sur des explorations esthétiques, thématiques, folles, quoi. La folie. Ouais. Pour lui, en tout cas, c'est surtout. Enfin, donc si on reprend ses mots, c'est la souffrance. Et il se trouve que, moi, un autre élément que j'ai repéré dans ses œuvres, c'est quand même la présence assez dominante d'héroïnes. Et on se dit que c'est pas forcément évident pour un auteur masculin de mettre en scène des personnages féminins, et en plus de les toujours malmener. Toujours malmener, ou de les mettre au centre d'univers complètement barge, complètement saturé de violence, ou saturé d'une espèce de pression. Et son dernier donc le dernier Death & Co. Voilà, excuse-moi, la dernière œuvre qui est parue en France, donc c'est Death & Co. Et c'est l'idée qu'il y a un monde peuplé de tueurs à gages et qui sont tous grimés de façon sordide, un mais peu comme grotesque. des clowns. C'est ça, c'est des reapers, c'est des chasseurs, donc c'est des tueurs à gages ou chasseurs de primes, je sais pas exactement ce qu'ils font, mais ils ont tous la particularité effectivement d'être déguisés, quoi, avec des masques ou avec du maquillage, des accessoires complètement crétins. Enfin, il y a des lapins, il y a des mascottes de lapins qui se baladent avec des haches pour décapiter des gens. Mais encore une figure classique au final en termes de culture populaire, tu vois. Enfin, c'est une figure qui est assez classique, c'est le Joker, tu vois, de mettre un tueur qui est grimé soit en mascotte. Enfin, la mascotte tueuse dans le manga, c'est un truc qu'on connaît, tu vois, qu'on a déjà vu. Mais il aime bien reprendre ces carcans, j'ai l'impression, très classiques, et les faire vriller dans tous les sens. Ouais. Et donc là, il y a aussi donc le personnage principal qui est une jeune fille, Desco, et qui est donc la pire d'entre tous, quoi. La meilleure. C'est ça, la pire et la meilleure, c'est ça en même temps. Mais c'est vrai que c'est intéressant, cette façon de mettre en scène, comme il disait, il veut surprendre son lecteur et tout, donc il met en scène des personnages que t'as pas l'habitude de voir dans le manga, et typiquement voir des personnages féminins être capables de choses comme elles font dans les mangas qu'il fait, c'est un truc qui surprend, quoi. C'est clair. C'est des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir, quoi. On l'a découvert en France avec Bambi. Et Bambi, pareil, c'était une tueuse à gages. Enfin, elle devait remplir une mission pour un commanditaire un peu mystérieux, et ça défouraillait à tous les coins de rue. Enfin, c'était des espèces de course-poursuite avec qui avait presque ni queue ni tête, quoi. Enfin... Mais Bambi, c'est un peu une V1 de Defco. Dans l'idée, on est un peu dans le même genre d'univers, sauf qu'il avait beaucoup plus. J'avais l'impression qu'il y avait beaucoup plus d'expérimentation sur les couleurs, parce qu'il y avait beaucoup de couleurs dans Bambi, des aplats de rose, de bleu. Et il avait un flingue rose. Ouais, mais c'est vrai qu'il y avait moins de background que dans Defco, où Defco il a créé ce vraiment background d'univers de tueurs. Il y a un monde, il y a un univers autour. J'ai l'impression
l'impression que Bambi, ouais, c'est un peu la V1. Ouais, et puis même en fait dans Atomic Strip, donc un recueil paru chez Pika qui sont ses œuvres de jeunesse, qui sont des histoires courtes. T'as toute une mini-série qui est autour des Tattoo Girls, donc c'est que des héroïnes. C'est des héroïnes et qui sont tatouées en plus. Tatouées, donc Japon, assez rock'n'roll et tout. Donc, en fait, ces héroïnes, elles sont un peu à l'image de son œuvre. Elles sont en marge de la société en général. C'est ce qui les définit aussi, tu vois. Complètement, ouais. Et dès ces œuvres de jeunesse, ça se voyait aussi, quoi. C'est ça qui est assez amusant, quoi. Et en plus, moi je sais pas, j'aimerais avoir votre avis là-dessus parce que c'est des personnages féminins, mais je trouve que leur dimension, tu vois, sexuelle est quand même moins exploitée que, déjà dans les autres œuvres manga en général. Et en plus, tu vois, si on part Eros Thanatos, il a plus tendance à aller vers vraiment le Thanatos et la mort. Et, oui, c'est sûr. Alors que les roses, finalement, elles peuvent avoir, genre, je reprends l'exemple de Wet Moon, la femme en rouge, elle est, il y a un fantasme quelque part. Oui. Elle est, il y a de la sensualité. Elle est très sensuelle. Elle est pas, il y a pas de fan service, il y a pas de genre, il la décrit pas de façon sexuelle, attirante sexuellement, mais il y a un fantasme autour d'elle, donc il sait la rendre sensuelle aussi. Il est capable, c'est ça qui est magnifique aussi chez lui, c'est qu'il est capable de rendre des femmes à la fois sensuelles, sans en faire trop, et aussi redoutable d'un point de vue parce que en termes de violence et en termes de dangerosité, faire, quoi. C'est ça. Et en plus ça rejoint un truc qui est assez intéressant, c'est que en fait il traite d'un sujet qui est pas beaucoup traité, je trouve, c'est la violence au féminin, en fait. C'est-à-dire que les femmes dans une société patriarcale sont plutôt considérées, et surtout dans le manga ça se voit aussi, tu vois, sont considérées comme des personnages qui subissent la violence, ou qui sont potiches, ou qui sont un peu témoins de la violence, ou comment dire, impuissantes face à la violence. Et lui, il est capable de mettre en scène des personnages féminins qui sont à l'origine de cette violence, qui sont capables de créer cette violence, quoi. Donc, du coup, c'est quelque chose qui est assez inédit aussi, je pense, dans le paysage manga, culturel et manga en particulier. Inédit, j'irais peut-être pas jusque-là, parce que je pense pas qu'à un moment il ait révolutionné la figure de la femme qui ne subit pas son histoire, parce que des héroïnes, et même dans le shonen neketsu aussi caricatural qu'on peut le trouver, allez, je vais prendre Fairy Tail comme ça au hasard, mais tu vois, là le fanservice est très très présent, mais les figures féminines se battent, elles ne subissent pas, absolument pas. Oui, mais elles se battent. Elles sont pas autrices de violence, elles sont pas, je sais pas comment dire, à l'origine de la violence. Non, elles sont pas à l'origine, mais je veux dire, c'est pas. C'est rare de voir péter un câble et de dire genre je vais tout défoncer. Si, ça arrive très souvent que des personnages féminins de manga le fassent, tu vois. Enfin, c'est pendant leur combat à elles. Ouais. Effectivement, en fait, c'est une manière de montrer qu'elles peuvent être se surpasser tout autant que les hommes, tu vois, se transcender. Et là, c'est le point. Pardon, je dois te laisser terminer, mais. Quand tu dis ça, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est que dans Kaneko, les filles, elles ont aucune raison. Oui, en fait, il y a une forme de perversité. Tu sais, il y a une forme de violence perverse. Qui est en général attribuée à des personnages masculins. Oui, c'est peut-être à la différence, c'est peut-être que dans les récits de Kaneko, et pas tous, attention, oui, pas tous. Souvent elles sont à l'origine de cette violence, et c'est pas comme dans un Lady Snowblood où c'est un terme de vengeance, et donc elles sont pas à l'origine, elles ont subi quelque chose, et donc c'est le rape and revenge. Là on va dire que dans le cas de Bambi ou dans le cas de Defco, c'est plutôt juste un exutoire, un défouloir complet, sans aucune justification, et avec juste une envie de matraquer à tout va. Et effectivement, de ce point de vue-là, j'ai pas des masses d'héroïnes manga qui sont dans une volonté de détruire, on va dire. Defenko, de toute façon. Mais je pense que c'est ça qui est intéressant aussi, parce que du coup ça montre aussi que c'est un auteur qui est en phase avec son temps, en phase avec son époque, parce que en gros il fait plus trop de différence entre le masculin, le féminin. Il est pas dans les clichés, il met juste en scène des personnages. Alors peut-être qu'il s'avère que d'un point de vue graphique il préfère dessiner des femmes, et du coup et il aime dessiner la violence, donc du coup il met en scène des femmes qui sont violentes. Et il se pose pas la question de savoir si c'est des femmes ou des hommes ou quoi, tu vois. Et c'est peut-être ça qui le rend profondément moderne, en fait, quoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a été appelé pour faire à moins que ce soit lui qui soit à l'origine du projet, ça je sais pas trop, faire une nouvelle version d'un manga de Tezuka qui s'appelle Dororo. Donc il parle d'un samouraï, enfin pas d'un samouraï, mais d'un chevalier, quoi.
qui je sais pas comment quel est un le samouraï. terme. C'est plus un ronin, tu vois, parce qu'il a pas vraiment genre d'attache ouais, voilà. C'est un freelance. C'est un freelance. Voilà, c'est un chevalier freelance. Exactement. Et du coup, en fait, la particularité de Dororo, c'est que quand il est né, son père a sacrifié le corps de son enfant. Donc, il lui manque des morceaux de son corps. D'accord. Et il a été élevé par un médecin qui lui a fait des prothèses. Et maintenant, il a décidé d'aller se venger. Donc, d'aller récupérer son corps auprès des démons qui ont accepté le sacrifice, voilà. Et en fait, donc dans sa version de 2019, le personnage de Dororo, c'est le personnage principal de Dororo, donc qui s'appelle Hyakimaru, et interprété, c'est bizarre de dire ça, on dirait un film, mais c'est devenu un personnage féminin. Et c'est bien sûr pas du tout un univers historique avec des kimonos, avec des sabres et tout. Non, c'est des cyborgs, il y a des robots, ils sont sur des stations planétaires. C'est complètement futuriste, quoi. Mais il y a quand même cette idée que c'est un personnage qui est devenu féminin. Et donc, est-ce que c'est dans l'air du temps ou est-ce que c'est juste que lui, ça lui pose aucun problème? Et moi, de ce point de vue-là, je trouve qu'il est vraiment... sans l'être, sans le proclamer, sans le revendiquer, il est hyper féministe, quoi. Ouais, peut-être que le vrai féminisme, il est là, en fait, c'est que... Ouais, parce que je sais pas s'il est affiché spécialement. Non, mais en fait, côté... peut-être que c'est ça aussi, quoi. C'est que à partir du moment où le mec se pose plus de questions de cet ordre-là, la violence, elle peut être... à l'origine, ça peut être des hommes ou des femmes qui sont à l'origine de la violence, ça peut être des hommes ou des femmes qui sont victimes de la violence. Ce qui compte, c'est que la violence, elle touche tout le monde. On est tous égaux face à ça, donc peut-être finalement. Que limite plus que féministe, il est plus égalitaire, tu vois. Dans l'idée où pour lui, homme ou femme, tous égaux face à la violence, tous égaux face à notre capacité à devenir violent, à un moment aussi, d'être complètement destructeur. Et en ça, effectivement, parce que tu vois, c'est impossible de dire tous les personnages principaux de Kaneko sont des femmes. C'est pas le cas. Non, dans toutes ces histoires, c'est pas le cas. Il y a des personnages masculins forts. Et du coup, il est peut-être plus dans cette veine-là de parler de personnages, tout simplement. Et pas forcément que ça soit des femmes. Parce que même si on se concentre sur les personnages des femmes, c'est pas forcément les personnages les plus stylés de son œuvre, tu vois. Et il ne se sert pas de ces femmes pour faire passer des messages. Nous aussi, on peut être violente et compagnie. Non, c'est juste des véhicules. En fait, je pense que c'est selon ses envies. En fait, il se dit juste, là, j'ai besoin d'un personnage féminin. Et voilà, il aurait pu être masculin. Bon, voilà. Comme dit Robin, peut-être qu'il préfère dessiner des femmes. Et du coup, là, sur ce coup-là, ça sera une femme. Mais tu vois, je crois qu'il a vraiment ce côté un peu égalitaire de ce qui importe, c'est l'expression de ce que j'ai envie de raconter. Et le personnage, le genre du personnage, au final, sera qu'un véhicule et rien de plus. Ce qu'on peut pas lui reprocher non plus, c'est que tous ces personnages-là, ils sont quand même dans des univers assez chaotiques. Il y a toujours une espèce d'impression de fin du monde où on sait jamais où on se retrouve vraiment temporellement. C'est très étrange. Donc, moi, la question que je me posais, c'était quelle était sa position vis-à-vis de ces univers chaotiques. Moi, quand je lis du Kaneko, la première sensation que j'ai, c'est que j'ai l'impression d'avoir affaire à un mec qui est nihiliste, quoi. C'est-à-dire qu'il prend un malin plaisir à dépeindre des univers qui sont sombres, qui sont noirs, qui sont sur le fil, qui sont malaisants, amoraux. Genre Desco, c'est complètement amoral. Il y a aucune morale dans Desco. C'est... Ouais, parce que pour le coup, là, c'est des enfants qui apportent en plus. Oui, il peut y avoir des enfants qui sont des tueurs à gages et où à la limite, tu pourrais te poser la question de pour quelle raison elle est devenue ça, Desco. Puis en fait, plus t'avances dans la série, tu fais en fait, il n'y a pas vraiment il n'y aura pas d'explication. Il n'y aura aucune explication. Voir dans Atomic Strip certaines histoires, c'est des mondes qui sont limite apocalyptiques en fait. Où c'est l'apocalypse, quoi. Et il avait anticipé l'accident nucléaire de Fukushima. Ouais, non mais voilà. C'est assez glaçant. En fait. Après ça, je pense que chez pas mal d'auteurs japonais, le traumatisme nucléaire est très présent de toute façon. Ouais. Mais ça m'étonne pas, tu vois, c'est un mec, il est fasciné par ça, par le fait que le monde peut s'arrêter, que le monde va mal et que le monde peut s'arrêter du jour au lendemain, quoi. Et de toute façon, tu parlais tout à l'heure de son adaptation de Dororo, elle va s'appeler Death and Destroy. Je veux dire, ça, quelque part, ça résume un peu, quoi. C'est Search and Destroy. C'est Search and Destroy ? Ah oui, non, Search and Destroy, pardon. Enfin bon, bref, il y a la destruction, quoi. C'est...
Mais il y a un truc que j'aime bien, alors qui est peut-être pas visible dans toutes ses œuvres non plus, que je vais peut-être plus rapprocher de Soil et de What Moon, c'est qu'il aime dépeindre avant ce chaos, il aime dépeindre une réalité très normalisée. Il aime bien les choses très en ordre. Et en fait, c'est dans cet ordre-là, dans cette normalité, je vais prendre l'exemple de Soil, où il va mettre une touche. Et en fait, j'ai l'impression qu'il a ce côté-là de... Vous voyez, ce château de cartes, il marche à la perfection, il est bien droit et tout. Vous voyez, si je déplace juste ce petit truc, ça va avoir une incidence. Tout s'effondre, quoi. Et là, tout l'univers s'effondre. Et à partir de ce moment-là, on arrive dans ce que tu décris comme du chaos. Alors, je pense que ça se reflète un petit peu moins dans Defco et dans Bambi, même si ça pourrait être un ordre inversé, un chaos total qu'un perso fait revenir vers de la normalité au final. Mais quelque part, c'est un travail un peu artisanal, tu vois. L'artisan du chaos. Le mec, il travaille vraiment la structure du récit pour que ça se débine, mais petit à petit, de façon... Mais c'est vraiment ce que j'adore, cette petite touche qui va te mettre, où il te dépeint un truc, et là, d'un coup, il va te dire « Ah !» Tiens, mais ça, c'est pas que. Je suis sûr que ce mec-là, il doit, quand il est dans la rue, tu vois, et qu'il voit des scènes que nous, on voit tous, des scènes de normalité, tu vois, je suis sûr que, tu te balades dans la rue, tu traverses la route, et je suis sûr que lui, dans sa tête, à ce moment-là, il voit passer un extraterrestre. Et il se dit, ouais, ça serait un truc de malade si, dans la vraie vie, tu vois, on verrait passer un extraterrestre à ce moment-là. Et c'est comment déranger le quotidien et la normalité. Je pense qu'il y a un truc comme ça qu'il aime bien. Mais c'est quelque chose de un peu paradoxal, parce que c'est quand même un auteur, quand tu vois ses interviews, qui est extrêmement calme. Il y a eu tout un reportage qui a été fait sur lui, on le voit dans son atelier, on le voit et il est vraiment il est venu plusieurs fois en France et il est très bavard, contrairement à d'autres auteurs. Donc on peut se dire que quelque part, c'est vraiment un paradoxe qu'il soit autant fasciné par la destruction, la violence. Ouais, et puis c'est marrant parce que t'as dit artisan du chaos. Je trouve que c'est une expression qui se tient en fait, parce que il aime dépeindre le chaos, mais en même temps il a une façon de le mettre en scène qui est, d'un point de vue limite artisanal, quoi. C'est-à-dire que chez lui le chaos, il est mis en scène de façon hyper très ordonnée, très précise. Enfin, en termes de style graphique, Kaneko, c'est un modèle, quoi. C'est le mec, c'est des noirs et blancs hyper contrastés, il y a très peu de trame, donc il y a très peu de valeur de gris et tout ça, donc en fait tout est toujours très précis, en fait la ligne est précise, et même la façon dont il dépeint l'organique, tu vois, même une personne qui est dans un malaise et qui a des gouttes de sueur qui perlent sur son front, tu vois, la moindre goutte de sueur, elle est dessinée de façon... Elle est pas dessinée comme d'habitude, elle est dessinée avec un petit reflet, elle est pas anodine, elle est limite, tu vois, sur impression, quoi. Il y a un truc. Il est capable de faire des très très gros plans, effectivement, sur des détails infimes. Ça va être des rides, ça va être des détails tout petits, et en fait, il va élargir le champ bien souvent, mais pour montrer à quel point en fait ça a une. Parce qu'il a un travail sur la ligne, en fait, et je sais pas comment dire, c'est presque expressionniste, en fait, quoi. C'est-à-dire que c'est appuyer le trait tellement fort dans une émotion, un truc, et qui en même temps reste très 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 précis, et ça ça rend encore plus puissant ce que tu es censé ressentir à ce moment-là, quoi. On est à la limite, je trouve qu'on est à la limite de la ligne claire, dans le sens où c'est un mec qui ne trame pas. Et très, très peu. À contrario de, tu vois, je vais prendre un autre artiste du chaos. Je vais prendre Miura, tu vois, sur Berserk. C'est un mec qui, quand il va te dépeindre une scène de cataclysme, il va y avoir des milliers de petits traits, tu vois, qui vont te montrer tout l'absurde et le grandiloquent de la situation. Kaneko, il est différent, j'ai l'impression qu'il est très calme dans son trait, où c'est un trait vraiment très, très, très organisé, très précis, mais en même temps, en fait, c'est comme si son style de dessin ne correspondait pas à ce qu'il voulait raconter, mais que bizarrement, ça fonctionne à mort. C'est ça, en fait, je pense que tu parlais tout à l'heure de ce petit truc qui fait que ça déconne, et je pense que c'est ça aussi qui participe, c'est que son dessin, il est tellement pas en cohésion avec le malaise qu'il est censé te faire ressentir, qu'en fait ça rend ce malaise encore plus important. Tu sais, c'est un peu comme je sais pas si vous voyez ce que c'est, la vallée dérangeante. C'est non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est vous voyez quand il y a des androïdes, des robots qui ressemblent trop à des humains,
qui ressemblent beaucoup à des humains en fait. Il y a ce qu'on appelle la vallée dérangeante, c'est-à-dire que les robots sont extrêmement fidèles et ressemblent extrêmement bien à un humain en fait. Ils sont très très ressemblants à un humain, mais il y a toujours ce petit truc qui te fait dire que t'es pas en face d'un humain. Ou ton cerveau te dit non, cette scène n'est pas réelle. Et en fait c'est ce truc, c'est ce paradoxe entre l'ultra réalisme de ce que tu on est en train de me montrer en direct la vallée dérangeante. Bon, c'est un diagramme très compliqué, on vous l'enverra sur le site. Tu m'avais parlé d'un dessin avec des robots, là, c'est un diagramme. Mais bref, en fait, c'est tout ça pour dire que plus un truc est censé ressembler à ce que on veut te faire croire, plus c'est censé plus ça va te mettre mal à l'aise en fait. Et donc je trouve que Kaneko quelque part il s'inscrit un peu aussi là-dedans dans sa façon réaliste de dépeindre des situations. C'est réaliste, mais en même temps il y a une épure dans le dessin qui est assez fraîche quoi. Effectivement, et il souffle le chaud et le froid en fait toujours avec ses idées complètement étranges et morbides, mais il y a quand même une façon, enfin moi ce que je trouve formidable chez lui, c'est aussi cette énergie de montrer à quel point il est pétard contre le monde entier et qu'il a vraiment envie de tout cramer quoi. Donc en tout cas c'est l'impression que les personnages donnent et on se dit mais jusqu'où ça va aller déjà d'une part et il y a quand même une impression qu'il a une énergie inépuisable pour en tout cas détruire les univers qu'il crée. Ouais, et puis il y a un truc je trouve qu'on a peut-être pas abordé, c'est le fait qu'il questionne aussi en permanence la réalité en fait. Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est réel. C'est une question qui revient à peu près dans tous ses volumes. Voilà, et je pense que ça vient beaucoup de ses influences, bon ça on en parlera peut-être plus tard, mais c'est un truc qui revient souvent, il questionne souvent qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas, et je pense que aussi son style réaliste favorise encore plus toi en tant que lecteur ce que tu vas aussi te poser comme question de ce qui est réel, de ce qui ne l'est pas. Et tu vois, on disait, il dépeint souvent des univers qui sont très concrets, très réalistes et tout, et il y a toujours ce petit décalage, et parfois même des envolées vers l'étrange, le morbide, et même des visions, tu vois, les personnages ont des visions où ils partent dans des trucs complètement et même si on hallucinogène, je dirais. Hallucinogène, ouais, c'est clair. Tu vois son style de dessin, son style qui est quand même plus caractérisé occidental que le japonais. J'imagine que pour un lecteur japonais de manga, que ce soit de shonen, de seinen, de ce que tu veux, ça doit être bizarre pour un lecteur de manga de tomber sur un manga comme ça. Donc je pense que déjà sa manière de dessiner t'amène, quand t'es un lecteur japonais et quand t'es un lecteur français qui a lu du manga, c'est encore un petit peu plus bizarre, ça t'amène déjà dans un univers que tu connais pas, dans un univers de l'étrange que tu connais pas, que tu maîtrises pas, et tu sais pas à quoi ça va ressembler. Et en fait il a un peu un tout autour de ses histoires, autour de son dessin. Parce que le propos aussi se met au raccord à ça quoi. Au final tout est raccord dans une direction, mec t'es bizarre. Et surtout cette façon de questionner le réel, est-ce que ça veut dire, ça rejoint un peu, je disais, les nihilistes, est-ce que il veut pas simplement nous dire que le réel c'est de la merde? Moi, je trouve que voilà, cette question-là, c'est un peu comme si c'était une espèce d'ado éternel, tu vois. Le mec, il est toujours resté sur cette idée que fallait jamais rien prendre pour acquis. Et il le fait subir à tous les créatures et tous les personnages qui vivent dans sa tête, quoi. Enfin, c'est assez incroyable. Je sais pas, pour moi il y a un peu à travers les œuvres que je connais de Kaneko, et je sais même pas si on les a eu toutes traduites en France, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu deux Kaneko. Il y a un peu le Kaneko punk, le Kaneko nihiliste, artiste du chaos, artisan du chaos, le réel c'est de la merde, venez on défonce tout, et ça c'est Bambi et c'est Defco et c'est voilà, et je me lâche graphiquement parlant vraiment. Ouais, c'est vrai. Oui. Et il y a un Kaneko un peu plus maîtrisé, un peu plus What Moon, Soil, un peu plus vous savez, je peux faire des récits de grands aussi. C'est vrai. Ouais. C'est que c'est vrai qu'il y a deux grandes familles, on va dire, et il y en a une pour lesquelles il a admis très franchement ne pas avoir travaillé de scénario, et donc il avançait au gré des humeurs des personnages et de sa créativité, de ce qui lui venait à l'esprit. Alors que on sait que Soil déjà c'était prévu en 7 volumes, et puis il s'est fait tellement, je pense qu'il n'avait pas du tout anticipé que le récit prendrait une telle ampleur, et on a terminé à 11 volumes 11, ouais. Qui sont assez denses, il faut le dire. Et puis les derniers, il faut les tenir. Voilà. Et même Wet Moon, alors là c'est encore plus précis. C'est 3 volumes, mais c'est clairement une version un peu améliorée d'un storyboard qu'il voulait faire pour le cinéma.
Donc c'est vraiment une approche cinématographique qu'il a eu pour ces deux, pour Soil et pour Wet Moon. Là du coup il l'a fait un peu plus sérieusement, j'imagine. Sérieusement. Dans le sens où tout était déjà écrit. Et donc il a juste déroulé son dessin autour d'un récit qu'il avait mis plusieurs mois à travailler. Mais c'est marrant parce que c'est quand même deux styles qui sont tellement éloignés les uns des autres. C'est pas c'est vraiment un mec qui il fait un bouquin juste de destroy quoi complètement, et l'autre il va te faire un polar mystique, tu vois, c'est ça maîtrise, ça demande de la maîtrise de tellement de codes différents que ça prouve le génie du mec en fait, de pouvoir alterner comme ça. Et en même temps ça te propose tellement de possibilités d'analyse derrière, parce que même Desco on pourrait se dire que c'est juste foutraque. C'est du truc foutraque et tout, mais en vrai il y a plein de choses à dire derrière aussi, tu vois, c'est ça qui est assez impressionnant quoi. Oui, c'est clair. Parce que clairement il a énormément de références qui soient aussi bien visuelles que dans la narration. Je pense au début, donc on sait que, je disais, il est venu plusieurs fois en France. Il a notamment été invité plusieurs fois à Angoulême. La dernière fois c'était en 2015, car Wet Moon avait été sélectionné dans une catégorie polar. Mais on sait que c'est pas le seul genre qui lui plaît. Tout à l'heure on parlait donc de l'ambiance des thrillers. Il y a aussi toute la partie, tu disais expressionnisme, donc ça clairement ça nous rapproche du cinéma, et de lui-même il avoue que le cinéma c'était un des arts qu'il voulait pratiquer avant même le dessin, avant même de devenir mangaka. Il aurait aimé devenir réalisateur, et il a participé à des projets cinématographiques, soit en mettant en scène directement des récits adapté de Edogawa Lampo, c'est vraiment le maître du polar, ou même de la littérature un peu sordide, je dirais, qui soit un peu toujours dans une ambiance très malsaine et qu'on appelle le grotesque. Et en même temps il a donc ce projet comme Wet Moon de faire un manga qui aurait dû normalement être apporté au cinéma. Bah ouais, pour moi, en lisant la moindre page de Kaneko, tu te rends compte dès les premières cases que le cinéma, ça imprègne son œuvre, quoi. C'est un mec qui est le découpage qui est complètement imprégné de cinéma dans son découpage, dans la aussi quelque part c'est cinématographique dans la façon de mêler l'image et le scénario et la narration, et surtout je parlais tout à l'heure de la façon dont il questionne la réalité. Moi franchement quand je lis Wet Moon, j'ai l'impression de voir un film de David Lynch en fait, et même, c'est vrai que c'est une impression qui revient, c'est une référence qui revient, et même Kaneko, pour moi c'est un peu un David Lynch du manga. C'est un mec qui à la fois me fait lire des choses dont je comprends pas tout, comme je peux voir un film de David Lynch, et quand je vois un film de David Lynch je comprends pas tout, mais en même temps je suis obligé de reconnaître que d'un point de vue maîtrise, c'est impeccable quoi. Genre il y a rien acheté, il y a pas un plan chez un film de David Lynch comme dans un manga de Kaneko, il y a pas un plan acheté, il y a pas un truc qui est fait au hasard, ça se voit que tout est fait dans un but précis. Mais en même temps, il en dégage quelque chose de et même si t'as pas tout compris, il y a un goût de reviens-y quand même. Et oui, il y a surtout des sensations en fait, quoi. C'est beaucoup de sensations, beaucoup de... Bon, moi je suis moins fan de David Lynch, même s'il respecte énormément ses capacités à la réalisation. Je suis plus fan de Kaneko parce que vraiment il fait des prouesses artistiques qu'on retrouve chez vraiment très peu de mangaka. Il y a une exigence artistique vraiment dans son découpage de planches. Je me souviens de certains plans de Soil où il a reproduit à l'identique, en fait c'est une double page qui reproduit à l'identique à droite et à gauche, et tu t'en rends pas compte en fait si tu le sais pas. Si tu le sais pas, tu lis ces planches normalement, et quand tu le sais en fait tu vois qu'il a reproduit, et c'est juste un effet de miroir qu'il a fait entre les deux planches. Alors tu peux crier au scandale, mais Lewis Trondheim utilise souvent ce genre de procédé, donc c'est un peu plus nouvelle école on va dire, et je trouve qu'il y a vraiment une exigence artistique chez lui, même si effectivement je suis perdu à la fin de ces histoires, mais dès qu'il y a un nouveau Kaneko qui sort, j'ai trop envie de savoir dans quel univers il va nous transporter. Et tu vois, la différence dans David Lynch,
Moi je pense qu'un Kaneko il m'attire plus parce que je le vois vraiment comme un mec qui est fan des récits d'exploitation. Pour moi en fait toute sa bibliographie que je connais qui est publiée en France, ça déborde de références au cinéma d'exploitation, au récit d'exploitation, et ce qui du coup forcément m'attire un petit peu plus qu'un Lynch où souvent je vois pas les références, enfin je les reconnais pas, du coup ça m'attire forcément un petit peu moins. Mais quand tu dis exploitation, enfin tu penses à des exemples précis ou je pense vraiment à tout ce qu'on cale dans les récits de genre, et de toute façon tu vois que Kaneko il a un attrait fort pour ça, tu vois. Si on prend Bambi, Bambi c'est plus ou moins Mad Max, tu vois, à quelque chose près, c'est un petit peu la même chose. Ou si c'est pas Mad Max, c'est Tangirl, c'est du comics, tu vois, mais ça reste du Tangirl. Soil, on l'a beaucoup comparé à Twin Peaks aussi pour le truc dans une petite communauté, petite ville, il se passe des choses bizarres. What Moon, ça fait penser aux envahisseurs. Enfin, j'ai l'impression qu'il a vraiment un fort attrait au récit pulp, et même de toute façon ce que tu disais de What Moon, la figure de la femme avec la robe en rouge, ça c'est une des figures phares du polar hardboil, enfin du polar noir, on va dire, James Ellroy et compagnie, quoi. Et je pense que c'est vraiment un mec qui est fan de ces récits de contre-culture. Je vois tellement peu de références manga dans ce qu'il fait, et tellement de références énormes de la pop culture américaine en fait, parce que là tous les exemples que je viens de vous donner, américaine, mais pas que, parce que regarde, tu parlais de Wet Moon, Wet Moon typiquement la lune, c'est un clin d'œil à Méliès qui est cinéaste français, qui est un peu le créateur du film fantastique, quoi, et des effets spéciaux et des films de monstres et des films fantastiques. Mais du coup rien que ce clin d'œil là, quelque part ça montre aussi tout le goût que cet auteur a pour justement tout ce que Méliès a engendré en fait, tout ce que justement ce que t'appelles le cinéma d'exploitation, c'est le cinéma les de films genre, globalement, les films de monstres, les films d'horreur, les polars, les films fantastiques, quoi, et pulp. Et les pulp. La science-fiction, a priori, c'est ce vers quoi il va tendre avec Dororo. Enfin, Search and Destroy. Search and Destroy. Ouais. De toute façon, même la science-fiction, on dit, enfin, en termes de, là, si on passe à la littérature, science-fiction, moi, je pense à Kadik, quoi, quand je dis du Kaneko. À ce point-là, cette façon qu'il a, justement, après, je reviens, c'est peut-être un truc obsessionnel, mais ce truc de questionner la réalité, Kadik, c'est ça. Oui. C'est que ça. Les Ubik, c'est vraiment ça. Ubik, c'est que ça. Et moi, Wet Moon, ça me fait un peu penser au Maître du Haut-Château. Peut-être c'est l'ambiance, la cité balnéaire et tout, parce que le Maître du Haut-Château, donc un roman de Philippe Kadik aussi, ça se passe en Californie et tout, donc il y a peut-être une ambiance dans laquelle je me suis retrouvé, mais bon, après ça c'est un truc personnel, mais je me dis que c'est peut-être un auteur aussi qui lui parle dans cette façon questionner le réel, questionner le réel en permanence, quoi. Après moi je reviens plutôt à ce qu'il disait, donc on n'a pas trop parlé jusqu'à présent, mais il y a un très bon reportage qui a été fait, que vous pouvez trouver sur YouTube, où vraiment il parle de toutes ces références, et moi il y en a une qui m'a vraiment parlé, c'est quand il évoque son adolescence, donc il était perdu dans une campagne japonaise, il n'y avait rien, et bon, je pense qu'il dessinait parce que c'était un peu le seul truc à faire, et un jour il était collégien et il a découvert les Sex Pistols, et ça a révolutionné sa vie, tu vois, et il est devenu bassiste pour un groupe de punk, il a exploré à fond la musique, il est très, enfin il dit que quand il compose une planche, il s'inspire beaucoup de la composition musicale, donc il y a aussi toutes ces influences là à travers la musique, qui est majoritairement de la musique occidentale, que moi je pense on peut retrouver aussi dans ses œuvres, quoi. Alors moi il y a un truc que je ressens quand je lis du Kaneko, alors je sais pas, ça se trouve là je surinterprète totalement, mais je trouve un côté très jazz aussi dans sa façon d'aborder les choses. Ah ouais, mais toi tu fous du jazz partout, mec, sérieux. Non mais en plus le Japon est un pays très réputé pour le jazz. Sérieux? Ouais. Bah oui, complètement. Mais pourquoi? Il y a une très grande scène jazz au Japon. Ils adorent ça. Ils sont réputés pour leur J-pop, qu'est-ce que tu me racontes? Non, c'est ça ce que ça voulait dire, J-pop. Ils sont aussi réputés pour leur jazz. Et non, je sais pas, sa façon de, justement, on parlait des références, du polar et tout ça, de prendre parce que le jazz ça se construit comme ça, tu prends un standard. Et et en fait après t'ajoutes ta patte et t'ajoutes ta façon de l'interpréter, tu mets des solos et tout, donc je sais pas, il y a un truc chez lui l'improvisation qui me fait un peu penser à ça, et voir des fois de l'improvisation, quoi, quand il part dans des délires où justement on a l'impression que
qu'on sait pas où il va, mais en même temps c'est très maîtrisé, bah c'est un truc qui s'apparente beaucoup à l'improvisation en jazz, parce que l'improvisation en jazz c'est ça, c'est tu sais pas où tu vas, mais en même temps tu y vas, et puis en fait tu sais où tu vas et tu sais où tu vas t'arrêter en fait quoi. Donc, après c'est peut-être la dichotomie qu'il y a aussi entre son scénar qui peut partir parfois un peu en vrille et on sait pas trop où, et la maîtrise totale du dessin qui te ramène à une sorte de sécurité de je sais quand même où il va. S'il s'est autant pris la tête à dessiner cette planche, c'est que quelque part il sait où il va. Ouais, mais moi je me souviens aussi dans Soil de certaines pages où c'est explosé en fait en milliers enfin pas milliers, mais tu vois des dizaines et des dizaines de cases minuscules qui sont censées marquer une espèce de tempo, tu vois, qui va grandissant. Il y a une espèce de montée d'angoisse, une rythmique progressive, ouais. Et en fait, pour Wet Moon, ça me fait penser dans le reportage que j'ai vu, ou je sais pas, dans une interview qu'il avait donnée, il disait que la musique à écouter quand tu lis Wet Moon, c'est le mambo. Le mambo des années 60, tu vois. Ouais, en même temps, c'est l'époque. Le mambo, il y a des bases de jazz. C'est un peu l'époque de What Moon aussi, tu vois. Je pense qu'il voulait s'inspirer de cette époque, années 60. Il y a des scènes dans les cabarets, tout ça, dans les revues, et c'est vrai que tu dis, ah ouais, c'est ça qui est hyper intéressant dans la bande dessinée et le manga, dans la bande dessinée en général et dans le manga en particulier, c'est que c'est un art du rythme. Mais paradoxalement, il n'y a aucun son. Donc en fait, c'est toi qui en tant que lecteur qui te crée ton rythme. Mais en même temps, l'auteur, il est censé aussi pouvoir parvenir à imposer son rythme aussi. À t'indiquer une rythmique aussi. C'est une approche qui est vachement intéressante et assez unique en fait. Il y a que la BD, cette espèce d'art séquencé muet qui permet ça en fait. Quoi. Et qui en même temps avec le découpage des cases qui te donne une rythmique à suivre. Alors moi c'est marrant parce que encore une fois je découperais niveau musical, je découperais Kaneko en deux parce qu'il y a une partie où vraiment pour moi Kaneko c'est ça mériterait d'être du cinéma muet. Où tu sais, vu qu'il a un côté très rétro comme dans What Moon ou dans Soil, ou vraiment comme à l'époque du cinéma muet où il y a des panneaux pour les dialogues, des cartons, voilà vraiment. Et l'inspecteur dit ça à ce moment-là, tu vois. Et puis les persos sont très expressifs. Voilà, ils sont hyper expressifs et en plus dans Soil, typiquement il y a plein de passages où c'est complètement muet et t'as aucune. Où il y a même des passages où il essaye de parler, les persos essayent de parler mais ils ne peuvent pas, ils n'y arrivent pas. Mais en même temps, je peux pas appliquer ça à des récits comme Bambi ou Def & Co où là j'entends du punk, je ne peux entendre que du punk, tu vois. Et encore Desco, il y a une moi ce que je trouve drôle, tu vois, toujours dans la thématique musicale, l'idée de base c'est quand même faire une blague sur comment dire, le fait qu'il y a Desco et Disco, que les sons soient proches, et donc lui il voulait faire une discothèque, tu vois, là où il y aurait des macabées qui danseraient tous ensemble et tout. Ça fonctionnerait à mort avec du disco. Enfin, j'imagine les séances de massacre qu'il y a complètes avec du ABBA derrière, tu vois, un bon petit ABBA. Enfin, on a déjà vu des scènes comme ça, tu vois, avec de la musique très joyeuse sur des images très violentes et compagnie. Ça pourrait carrément fonctionner. Donc il est, niveau musical, il est multiple aussi, je pense. Complètement. Donc on peut dire que quand même il y a une espèce de côté éponge quoi de Kaneko, tu vois, il s'inspire de plein de choses, il les intègre, mais il y a quand même une chose qu'on retrouve peu, c'est quand même ses références au manga, ce qui est paradoxal encore une fois. Ouais, alors ça justement dans l'interview dont tu parlais, est-ce qu'il parle de ses références de manga? Alors il va citer Katsuhiro Otomo comme 99,9%. Je pense que parce que ça l'a un peu marqué. Ce qu'il dit souvent, c'est que comme tous les enfants japonais, il a lu du manga. Puis il est arrivé au collège et il a dit ça suffit, je suis un grand maintenant, donc je vais arrêter d'en lire. Mais et qu'est-ce qu'il a lu à partir de ce moment-là? Je pense qu'il a lu du comics, des romans ou du comics peut-être. Non. Il me semble que vraiment c'est le moment où lui il s'est dit moi je vais faire de la musique, tu vois. Et donc tout le côté dessin, tout ça lui plaisait, mais il disait que c'était limite son truc qu'il partageait pas. Alors que la musique, il pouvait être en groupe, il pouvait être... Et même, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, tout à l'heure on disait qu'il y a une espèce d'énergie proche de ce que tu trouves chez les ados. Et lui, il disait, mais quand il a écouté les Sex Pistols, ça a été une révélation. Il s'est dit, putain, à l'autre bout de la Terre, dans un pays qui s'appelle l'Angleterre, il y a des mecs qui ont autant la rage que moi, tu vois. Et là, il s'est dit, je peux faire pareil. Et, c'est intéressant déjà de se dire, que tu vois, c'est vraiment le moment où il s'est créé déjà une brèche qui allait devenir son univers.
Bah en même temps, tu vois si tu prends la référence Sex une brèche Pistols, dans le réel, tu vois. Ouais, une brèche dans son réel, tu vois, dans le réel d'un gosse japonais qui vit dans la campagne. Oui, les Sex Pistols, ça doit être une brèche pour le coup dans son réel. Mais c'est vrai que c'est un des auteurs où on retrouve, je pense, peut-être le moins de sources et d'inspiration manga. Effectivement, on aurait tendance à peut-être plus le caler vers du comics, et ça serait pas impossible de se dire que si le mec a découvert les Sex Pistols et du coup l'Angleterre d'un coup, et comme par hasard Tank Girl, qui est un comics aussi qui est anglais à la base, enfin anglais, écossais, irlandais, je sais plus vraiment. Alan Martin, il est quoi? Non, mais ça doit être anglais. Ça serait pas impossible, tu vois, qui était un comics en noir et blanc en plus, Tank Girl à la base. Ça serait pas impossible de se dire que il a pris cette petite brèche là et qu'après derrière, il découvre ce qu'il veut. Il parle. Alors, je suis vraiment désolée parce que moi, c'est un univers qui ne me parle pas du tout. Mais des personnes qui illustraient les couves des disques, des groupes punk. En fait, c'est ça, c'est que la musique et le graphisme, c'est très lié en fait. Il y a un vrai travail sur les pochettes, sur les dessins et tout ça. Donc finalement, il s'est peut-être plus inspiré du graphisme musical, donc du graphisme des pochettes, que de la BD ou du manga, tu vois. C'est peut-être ça qui le. Et concernant le manga, il y a quand même un autre auteur qui revient assez souvent dans ses références, c'est Maruo. Qu'on connaît en France parce qu'il a par exemple publié chez Casterman Saga L'île Panorama ou L'Enfer en bouteille. Je connais pas du tout. Alors là, on est obligé de te faire confiance sur parole. C'est aussi un maître du genre de l'horreur. D'accord. En plus érotique grotesque. Donc c'est des trucs qui se rapprochent un peu quand même. On est sur du genre à fond dans le genre, quoi. Et puis je pense que quand même lui il a plus tendance à aller vers l'héros, mais bon. Chacun son combat. Oui, voilà, exactement. Mais effectivement, il y a souvent on a tendance à le rapprocher plus des comics que du manga. Et encore du comics indépendant. Hein. C'est vrai. Et je sais aussi que grâce à mes recherches qu'il est très fier aussi de pas pouvoir être rangé dans les librairies, quoi. C'est vrai, les libraires ils reçoivent ses œuvres, ils font mais est-ce qu'on le met dans le manga, est-ce qu'on le met dans les trucs indépendants, et ça lui fait assez plaisir. C'est le petit con, quoi. le petit con, la bête noire des libraires. Donc je pense que il a ce côté, tu parlais d'éponge tout à l'heure, je trouve que Kaneko c'est vraiment ça, c'est une bonne définition, c'est un mec qui a des influences multiples, qui sont pas que dans le manga. D'ailleurs, a priori, il lit pas beaucoup de manga, et du coup, il arrive à convoquer toutes ces influences, tous ces codes, mais en même temps, il les déconstruit et il en crée un truc qui est assez unique, qui fait que justement, tu peux pas trop le ranger, et c'est du Kaneko, quoi. C'est, je pense qu'il a un côté, si vous me permettez ce parallèle assez éloigné, mais il a un côté très tarantinesque, je trouve, de ce point de vue-là, qui est Tarantino est un mec qui a bossé dans des vidéoclubs, dans un vidéoclub, et qui a engrangé énormément de connaissances en termes de cinéma d'exploitation, les films de Kung Fu, de la Shaw Brothers et compagnie, et qui au final a mixé un peu toutes ces influences de l'époque avec le Far West, il a mixé plein de choses pour en faire un nouveau genre. Et Kaneko, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça, le mec s'est inspiré de plein de trucs, de plein de choses qu'il aimait, et je trouve que souvent on retombe sur de la contre-culture quand même, parce que ça soit le punk, que ça soit les récits pulp, que ça soit on est pas sur on est sur du je pense qu'à un moment il s'est passionné pour tout ce qui était contre-culture, et il a mixé tout ça pour en sortir son style à lui, et qui est complètement inimitable. C'est ça, c'est un vrai auteur postmoderne, quoi. Il est là, et en même temps, dans ce qu'il fait, il permet de questionner aussi tous les genres qui convoquent, tu vois, genre. Oui. À ça, il rajoute une thématique moderne derrière. C'est ça, quoi. Et il permet de remettre tout ça en question aussi. Donc c'est pour ça, je trouve qu'il s'inscrit vraiment dans un truc très contemporain, très postmoderne, quoi. Alors, du coup, mais rétro-moderne quand même. Je trouve qu'il a un côté rétro-moderne. Comme Tarantino, tu dis. Oui, Tarantino, bien sûr. Tu vois, avec Tarantino, c'est les zik qui va c'est mettre, les zik qui vont avec, mettre des musiques des années 70, mais en même temps, Tarantino, c'est notre époque. Il n'y en avait pas avant des comme lui, tu vois. Oui, bien sûr. Et les styles que Tarantino invoque, c'est des styles que nous, on connaît pas, qu'on n'a pas vécu, alors qu'on a pu découvrir après, tu vois. Mais comme moi, les romans pulp,
c'est pas que je connais pas, je m'y suis intéressé plus tard, mais quand j'étais petit, le roman pulp, et ça t'empêchait pas de pouvoir aimer Tarantino malgré tout, quoi. Et non, mais je veux dire, même dans le cas de Kaneko, ça m'a intéressé quand même, tu vois, de même ce style que je ne connaissais pas à l'époque, ça a été une passerelle pour au final revenir dans le passé aussi, tu vois, et aller redécouvrir des trucs dont lui se sert. Mais là où je trouve qu'ils sont très forts aussi, chacun dans leur domaine, Tarantino, Kaneko, tu sais, on est sur des parallèles. Mais bref, c'est que même si tu connais pas les codes qu'ils ont, tu vois, même si tu connais pas tout ce qu'ils invoquent, tu peux apprécier, quoi. Mais il y a une familiarité finalement, parce qu'il y a tellement de choses. C'est ça fait tellement partie. Tu trouveras quelque chose qui te rappellera une référence que tu connais, dans laquelle tu te sens à l'aise, mais toujours un petit peu. Avec un biais, quoi. C'est pas du gimmick, quoi. C'est-à-dire que les mecs, ils utilisent. Il utilise une base, je pense. Il utilise une base, et après, dedans, il va pétrir plein d'autres ingrédients et qui lui sont vraiment propres et qui vont en faire un nouveau plat. Et puis il va avoir un truc à dire derrière, c'est son du coup, c'est une éponge qui fait de la cuisine. Et moi, j'avais une autre image en tête. Je me dis, le mec a tellement de facettes, mais c'est une boule disco, tu vois. Et il tourne et il te renvoie des images toujours différentes de lui ou de ses œuvres. Ça pourrait être ça, une boule disco. Voilà. Et puis, c'est une boule où chacun voit ce qu'il a envie d'y voir. Regardez, quand on a parlé de la musicalité de Kaneko, chacun de nous trois a vu un truc différent, une chose différente et voir plusieurs choses différentes, et c'est aussi ça qui est intéressant, encore une fois, comme pour un cinéaste comme Tarantino, quoi. Chacun récupère ce qu'il veut, et ça c'est quand même la marque des grands auteurs, quoi. C'est ce qui les rend uniques. Mais du coup, on est bien d'accord, enfin, je pense tous les trois, que pour nous, c'est quand même dans le paysage manga actuel, un auteur qui se détache, qui n'a pour le coup aucune personne avec qui se confronter ou être en fait, moi, il y a un truc qui est assez révélateur, c'est que quelle que soit la prochaine œuvre que va faire Atsushi Kaneko, que ce soit de la SF, du polar, du thriller, de ce que tu veux, je m'en fous. En fait, je veux lire le prochain Atsushi Kaneko. Tu vas suivre l'auteur. Donc ça, je pense que c'est plutôt révélateur du fait qu'en fait, le mec a créé sa marque de fabrique qui fait que sa patte. Et limite, je te dirais que je pense que là, il en est encore qu'à ses balbutiements. Parce que tu vois, il a été invité à Angoulême plusieurs fois et qu'on m'a dit, mais bon, là on l'a quand même remarqué que ces dernières années le FIBD, le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, putain ce que c'est long à dire, il respire un coup. il a quand même, il met un point d'honneur à mettre en avant le manga. Et Kaneko a été en sélection et Kaneko a été invité, mais il a jamais rien gagné et il a pas eu d'expo. Et moi je pense que c'est un mec sur qui on va devoir compter de plus en plus là sur les années à venir. Bah ouais, j'espère. Oui, j'espère. Après, est-ce qu'il va continuer à faire du manga, parce qu'il se cache pas que, tu vois, ça l'intéresse beaucoup de pouvoir réaliser des films, de pouvoir toucher à d'autres moyens d'expression. Tu sais, un film de Kaneko, en fait, j'ai envie de dire, mec, t'existes déjà dans le cinéma. Limite, t'existes déjà, tu vois, Takeshi Miike, c'est toi, tu vois. Tu vas faire non, ils sont différents. Non, bien sûr, ils sont différents, mais moi, j'ai envie, en tout cas, moi, j'ai envie qu'il reste dans le manga. Mon fantasme absolu, ça serait qu'il fasse un shonen, en fait. J'adorerais le voir dans un shonen. Voir avec ce trait là, ce style là, voir un shonen, j'adorerais voir ça. Après, on l'a un peu évoqué, mais c'est vrai qu'une des explications qu'on pourrait donner à son statut un peu particulier, d'être hyper original dans ce paysage du manga, c'est que il s'intéresse pas au manga, et ça m'étonnerait que si tu lui dis on va faire du shonen, Dololo quelque part c'est un shonen à la base, parce que tu t'intéresses à un mais un shonen de l'époque quand même. C'est Tezuka, quoi. Oui, mais c'est à l'époque où il y avait pas de genre, quoi, où il y avait Tezuka, c'était le genre, le genre Tezuka. Voilà, mais moi j'ai très envie de le lire, en fait. Mais moi j'ai carrément envie de le lire, et encore une fois, désolé, mais comme à peu près comme Tarantino, qui est un cinéaste qui réalise rarement deux fois le même genre de film, qui va souvent se confronter à des genres de films qu'il a jamais fait, le film de guerre, le film de gangster, le film de kung-fu. J'attends que Tarantino fasse un film de SF. Il a annoncé sur le prochain Star Trek, on va voir si ça se fera ou pas. Là tu me dis Kaneko sur de la SF, ça me branche, j'ai envie de voir. La dernière fois que j'ai vu un truc comme ça, c'était Urasawa qui se lançait dans la SF, et c'était Plutôt. Du coup, c'est plutôt une réussite. Ça a quand même bien marché, donc moi ça m'intrigue. Mais c'est pour ça que je te dis, même de le voir sur un j'allais dire sur un western, mais quelque part Bambi en est déjà un. Mais sur des styles comme ça, complètement hors de ce qu'on connaît, et je pense qu'on connaît vraiment un tout petit peu de ce qu'il est capable de faire. Mais de le voir sur de la SF, ça me passionnerait. Et sur un shonen encore plus. Moi j'ai une théorie à vous soumettre pour terminer. Oula. Parce que du coup,
Et si au final, Atsushi Kaneko était un auteur envoyé du futur? Tu vois? Si son œuvre était juste le reflet de ce qu'allait être l'évolution du manga pour les prochaines années. Alors, la disparition des classifications, des genres, des influences extérieures de plus en plus présentes. Bah, c'est le bordel, hein, si c'est le cas, parce que si c'est Kaneko qui fait les prochains shonen, t'imagines les enfants qui vont lire What Moon et puis le futur selon Kaneko. Non, moi je pense que c'est chaud quand même. Je pense que Kaneko c'est tout simplement un mangaka du présent pour moi. Il s'inscrit dans ce que c'est qu'être moderne aujourd'hui, c'est savoir mélanger les genres aussi, hommes ou femmes, enfin tu vois, quelque part, s'inscrire vraiment dans le monde contemporain, quoi. C'est un auteur du présent pour moi, plus que du futur, je dirais. Oh. Moi alors un auteur du futur non, je pense pas parce que le modèle manga, mine de rien, il a très peu évolué ces dernières années, même s'il y a quelques jokers comme ça qui arrivent à sortir du lore. Je pense pas qu'il va dramatiquement changer dans les prochaines années, mais dans le cas de Kaneko, je le calerais plus comme un mec rétro-punk. Il utilise des références de l'époque, mais il les explose comme un punk, tu vois. Donc je verrais un truc un peu rétro-punk. C'était bien le passé, mais nique sa mère le passé quand même, tu vois. Ok, parce que en plus, ce serait quand même une mauvaise nouvelle pour la profession, sachant que c'est un des rares auteurs qui tient à ne pas avoir d'assistant. Parce qu'il veut pas justement que son dessin ou son style soit altéré. Forcément. Alors ce serait un peu problématique, quoi. Bon bah déjà le Shonen Jump passe à un épisode par mois, tu vois. Et encore. Voilà. Mais bon. Alors on a vu que c'était un auteur vraiment protéiforme. Et je pense que quand même il faut pousser les gens à le découvrir. Ouais. Bah tous les lecteurs de manga, je pense. Alors peut-être pas les ados, c'est peut-être un peu. Non, mais même en fait les ados, parce que un ado tu aimes les Sex Pistols, les Kaneko. Mais non, mais c'est vrai qu'en fait un ado qui découvre Def & Co ou Bambi, en fait il va s'éclater, il va juste s'éclater en lisant ce déchaînement de violence et graphique. Il va se manger une tarte et il va se dire putain j'ai jamais lu un truc comme ça, quoi. Et après il enchaîne sur Soil. Aïe. Et là il a des nœuds au cerveau pour se lancer. Tu lui fais lire Monster et après tu lui fais lire Soil, tu vois, pour construire, déconstruire. Mais il y a plusieurs niveaux de lecture dans ce qu'il fait, de toute façon c'est sûr, quoi. Donc lisez-le. Lisez le plus. Puis lisez ce qui est différent. Ouais, ça dans tous les cas. Bien. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés dans cette découverte d'Atsushi Kaneko. Merci à vous qui nous écoutez. On attend vos réactions sur le hashtag 5TC. À bientôt. Et merci Julie. Merci Julie. Et à bientôt. Et à la semaine prochaine. J'ai toujours rêvé de dire ça, désolé. Ciao.